Mon moi ce héros, Franck Alexandre. D'une montagne à l'autre, l'homme a voyagé. Les années ont passé. Sportif de haut niveau, il s'est challengé au contact des plus grands, affecté aux renseignements généraux, au cœur des enquêtes. Il a sondé l'âme humaine. Le chef d'entreprise, devenu aujourd'hui coach formateur, président de société, Franck Alexandre, vous transmet ses secrets pour délivrer votre puissance intérieure. Retrouvez ce roman chez Nombre 7 éditions, puis chez Amazon et à la Fnac. Olagnier, entreprise de père en fils créée en 1969. C'est toujours cet état d'esprit qui anime depuis 50 ans cette entreprise familiale, car aujourd'hui, la 3e génération est en place. Actuellement, la société compte une vingtaine de salariés avec une forte présence sur le marché de l'électricité et la climatisation. Grâce à son expérience et son implantation sur la ville de Nîmes, l'entreprise Olagnier est un atout majeur dans son secteur géographique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur YouTube. Merci de votre fidélité également. La semaine prochaine, nous recevrons le candidat à la mairie Vincent Bouget et son binôme Jo Menu. Nous recevons aujourd'hui Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole, l'un des candidats au titre de maire de notre si belle ville Nîmes. Sous l'œil attentif de bébé, Benjamin Baron qui réalise cette émission, accompagné de notre caricaturiste Michel Monteil et son coup de crayon taquin. Notre invité repartira avec son dessin, à la photo France Pellicano avec son objectif. Et pour sa première participation dans l'équipe, nous accueillons la maquilleuse Amélie Paillet, qu'elle soit la bienvenue dans l'émission. Bon, il est temps pour moi de rejoindre notre invité. A tout de suite. Respecte-toi assez pour quitter ce qui ne te sert plus, ce qui ne te fait plus grandir ou ce qui ne te rend plus heureux. Bonjour Yvan Lachaud. Bonjour Patrick Magès. Merci d'être venu dans l'émission. Avec plaisir. Donc dans la vie nous nous tutoyons, nous allons continuer si tu me le permets. Si tu veux, avec plaisir. C'est comme ça, c'est beaucoup plus... Pas de problème. Très bien. C'est parfait. Et puis nous nous connaissons depuis trop longtemps. Un peu quand même, oui. Dis donc, il faut avoir une sacrée santé pour tenir le coup en campagne électorale comme ça. Quel est ton secret ? Mon secret, c'est un peu comme quand je présente mes vœux aux gens. Très sincèrement, je pense que si on se souhaite la santé, c'est le plus important parce que quand on l'a, on peut, je dirais, assouvir toutes ses passions et faire ce qu'on a envie de faire. Donc j'en profite parce que on n'est pas encore le 31, donc je peux présenter tous mes vœux à celles et ceux qui nous écoutent. Et moi, j'y arrive parce que je ne vis pas de politique. J'ai une passion, c'est l'éducation. J'ai une passion, c'est l'intérêt général, et je trouve un doux équilibre entre tout ceci, ce qui permet de faire ce qu'on a envie de faire en faisant beaucoup de délégations. C'est un peu ma façon de piloter la délégation. Bon, une question d'actualité, on sait qu'il y a ce virus qui est en Chine. Il y a un établissement d'Alzon en Chine. Qu'en est-il ? Tu as des nouvelles ? Oui, j'ai des nouvelles, mais en ce moment, ce sont les vacances du Nouvel An chinois. Donc l'école ne fonctionne pas comme toutes les écoles chinoises. Mais l'école est à Chengdu, qui est une ville de 17 millions d'habitants. Hunan, c'est 11 millions d'habitants. Alors effectivement, il y a déjà quelques cas repérés à Chengdu, mais rien de grave. Et les ressortissants français ou européens qui sont nos parents d'élèves ont les directives pour effectivement sortir avec des masques, ne pas faire un certain nombre de choses, mais c'est bien pris en charge par la mairie de Chengdu. Parfait. Autre question d'actualité. Dimanche soir, il y a eu une fusillade à Pissevin. Quelle est la solution ? C'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique parce qu'on a des zones de non-droit et j'aurai dans mon programme des choses qui seront annoncées de façon très forte au niveau de la sécurité. On ne peut plus tolérer ça. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une convergence d'action entre la police nationale, la police municipale, la protection judiciaire de la jeunesse, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des jeunes qui sont dans le coup, des médiateurs de quartier. Voilà, il faut que ça cesse, c'est plus possible aujourd'hui. On n'a pas le droit de laisser ce type d'action. Qui plus est filmé. C'est ce qui m'interroge le plus.
Donc la police n'est pas suffisamment présente dans ces quartiers. La police n'est pas suffisamment... Je n'attaque pas, je fais un constat. On a besoin de quadrilles. C'est tout. On a besoin d'une présence et de quadrillage de ces quartiers. Et là, posons-nous la question à qui sert le crime, quoi. Voilà. Bon, c'est très bien ce qui se passe là-bas. C'est la guerre des gangs, hein, oui, les territoires. On n'a pas le droit dans notre pays de laisser de tels actes se passer, c'est tout. Dis donc. Mais pas plus que les caillassages des bus. Hein. Ouais, bien sûr. Pas plus que les caillassages des bus souvent réalisés par des gamins de 12 à 14 ans. Ouais. Mais là, ça va être difficile également d'apporter une Non, solution. ça veut dire que ce gamin-là, lorsqu'il est repéré, et on en a repéré, il faut qu'il soit mis dans un centre fermé. J'ai fait une proposition en tant que parlementaire là-dessus. Je referai ça en tant que maire de Nîmes, je referai cette proposition pour qu'avec la protection judiciaire de la jeunesse, on enferme ces gamins-là tout de suite et qu'on attende de voir les parents parce que c'est un problème de parentalité. Ces gamins qui sont dehors à l'âge de 12-13 ans, c'est leur faute, mais c'est la faute des parents. Ah ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors tu es plutôt David Tébib ou Daniel Richard? Bon, je connais très bien David depuis longtemps, avec qui j'entretiens une très bonne relation. Je connais moins Daniel Richard parce que je connais depuis peu de temps, mais j'entretiens une bonne relation avec lui aussi. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans l'agressivité vis-à-vis de quelqu'un. Ce sont deux personnes sympathiques que je connais bien. Bon, bravo. Deux femmes au poste clé, Valérie Rouveran qui a déjà prouvé toutes ses qualités, ainsi que Corinne Ponce-Casanova, également une de tes fidèles. Oui. Deux postes importants. Oui, je crois que l'une et l'autre ont démontré par le passé leur capacité. Alors, Valérie a d'abord été adjointe au maire en charge de l'éducation et je crois qu'elle a fait l'unanimité dans ce domaine. Il y a une reconnaissance de tous les directeurs d'école, y compris des directeurs de collège et de lycée, même avec qui elle n'avait pas directement de relation, parce que ce n'est pas une compétence municipale, mais pour autant qu'elle a rencontré. Quand elle a démissionné pour me suivre, en fait, lorsque le maire, trahissant les Nîmois, m'a enlevé ma délégation, eh bien, je lui ai confié la responsabilité de l'ANRU, c'est-à-dire du renouvellement urbain à l'agglomération, et là aussi, elle fait l'unanimité. Elle fait l'unanimité dans les quartiers, elle fait l'unanimité auprès des associations. Valérie est quelqu'un de bienveillant et de très engagé en respectant toutes les différences. Corinne, elle a été très engagée dans le domaine de la culture, où elle fait là aussi l'unanimité auprès des associations, parce qu'elle est présente. Des gens me disent, mais Valérie, Corinne, elle est responsable de la culture, mais on la voit au spectacle. Donc ça veut dire que c'est sa tripe. Et là, pareil, lorsqu'elle a remis sa délégation, elle a eu en charge le développement économique à l'agglomération. Elle est très présente dans le domaine de l'économie aujourd'hui. Elle rencontre souvent les entreprises, elle rencontre notre agence de développement économique, elle est très investie aussi. Donc voilà, ce sont deux belles personnes au service de la ville et qui n'ont pas besoin de ça pour gagner leur vie, puisque l'une est enseignante et l'autre a son propre agence immobilière. C'est des femmes qui sont libres et qui sont autonomes financièrement. C'est plutôt rassurant pour la liberté, pour l'intérêt général. Bien. Alors, quelle serait la première mesure que tu prendrais si tu étais élu à Nîmes? Alors, je dirais une mesure, alors là, on se trouve au W, juste à côté du square de la Couronne, la première mesure que je prendrais, c'est une mesure très pragmatique, c'est la réouverture du boulevard La Libération. Parce que quand on est aux arènes aujourd'hui, pour venir boire un coup ici, par exemple, au W, ben on ne peut pas. Il faut passer derrière la gare, il faut remonter par l'avenue Carnot. Donc c'est une mesure pragmatique, hein, mais c'est la première qu'on prendrait parce qu'elle est facile à mettre en œuvre, c'est-à-dire requalification du boulevard de la Libération, priorité bien sûr aux piétons et aux vélos et aux trambus, mais la possibilité de faire passer une voie 30 pour retrouver ce qui a fait la vie de notre ville, c'est-à-dire autour des boulevards, cette possibilité de tourner. Sur laquelle nous étions engagés avec les précédentes équipes municipales, mais que le maire m'a interdit de mettre en place. Alors, qu'en sera-t-il du dossier de l'UNESCO? J'espère qu'on ne l'amènera pas de la même façon à une catastrophe qu'on a connue, puisqu'en fait, on n'avait pas le droit d'échouer sur ce dossier. Je pense qu'il n'a pas été bien préparé. Je pense que les délégations qui sont venues à Nîmes n'ont pas été nécessairement bien reçues. Et quand on a vu le résultat, par rapport à l'histoire de notre ville, son trésor architectural, son trésor de romanité, on ne pouvait pas rater ce dossier, quoi. Donc il sera confié à Olivier Longuet, qui est un garçon qui est pilote Air France, qui parle couramment anglais, français, et qui sera en charge de refaire le tour de toutes les délégations, présenter ce dossier au niveau du fond, le présenter s'il le faut in English, parce qu'on a besoin aussi d'être ouvert aux autres. Et ce dossier, il faut absolument le réussir parce que c'est fondamental
pour le développement économique et touristique de notre ville. Bien, est-ce que l'excellence n'est pas réservée à l'élite? Toi, le directeur de l'Institut d'Alzon, y a-t-il une inégalité entre l'école publique et l'école privée? Pour moi, les deux sont complémentaires. Et je vais te donner un exemple. Sur notre liste, c'est Janine Barbet, proviseure de Daudet jusqu'à il y a encore 2 ans, qui sera en charge de l'éducation. Ça montre bien que pendant des années avec elle et avec ses prédécesseurs, on a travaillé la main dans la main. Il y a la place pour tout le monde. L'enseignement privé sous contrat, associé à l'État, il accueille des enfants, il les partage souvent avec l'enseignement public parce que c'est la liberté. Mais quand pendant des années, j'ai pu travailler avec Condorcet et Diderot et que des gamins de Condorcet et de Diderot sont venus passer leur brevet des collèges à Dalzon et que réciproquement ceux d'Alzon allaient là-bas prendre des cours, c'est Pascal Besson qui est aussi sur notre liste qui le souhaitait. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de différence, quoi. Voilà, chacun ses choix. Et l'important, c'est qu'on co-construise. L'important, c'est que dans le parcours d'un gamin, lorsqu'il est en difficulté dans un établissement scolaire, combien de fois le proviseur de Daudet ou de Camus m'appelle, ou moi pareil dans l'autre sens, disant « Tiens, tu peux me le récupérer ?» et ça dysfonctionne. Je veux dire, c'est ça, là aussi, c'est une conjugaison de talents. Donc, élitisme, non. Excellence, oui. Ça veut dire chercher au plus profond de l'enfant tout ce qui peut être mis en valeur et le faire progresser. Et le fondateur de Dalzon n'a pas dit autre chose que l'excellence et surtout pas d'élitisme. Bien, alors la liberté de critiquer une religion est-elle encore garantie en France? Mila, jeune fille de 16 ans, a subi une vague d'insultes homophobes et des menaces physiques depuis qu'elle s'en est prise à l'islam dans une courte vidéo publiée sur Instagram. La France est un pays laïque, ça veut dire qu'il y a le respect des religions, sans pour autant qu'on puisse accepter la radicalisation de quelque côté que ce soit. Donc pour moi ça c'est fondamental. Ça veut dire qu'on doit en tant qu'élu permettre aux religions de cohabiter. Et on a des choses qui fonctionnent bien sur la ville de Nîmes. On a un comité interreligieux qui marche bien, qui met des hommes et des femmes de toutes les confessions, juives, protestants, catholiques, musulmans, pourquoi pas bouddhistes, même s'il n'y en a pas en ce moment, qui réfléchissent ensemble. J'ai assisté une après-midi à une réflexion sur l'écologie vue par les religions. Il y avait 4 religions dont je viens de parler qui étaient là. Je trouve que c'est bien. Ça veut dire qu'on peut réfléchir ensemble à comment on peut dans cette société faire avancer les choses. Et que des associations, par exemple aujourd'hui, musulmanes, et comme projet, j'étais encore avec une association il y a quelque temps, de mettre en place des structures pour accueillir ces jeunes en dehors du temps scolaire, c'est ça qui marche bien. Ça veut dire qu'on peut associer les religions à du mieux vivre, de la prise en charge, pour celles et ceux qui y croient, et pour celles et ceux qui n'ont pas de religion, ils peuvent avoir des structures équivalentes au niveau d'une collectivité. Donc ta position est qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les religions ou pas? Ma position est au niveau constructif. Moi, je n'aime pas la critique et la destruction. Donc elle a eu tort, cette jeune fille. S'il y a des propos violents, ils ne sont pas acceptables, pour moi. Bien. Alors, toutes les listes parlent d'écologie. Mais qu'en est-il exactement de la place faite aux handicapés, que ce soit sur les transports, mais également pour l'aménagement des trottoirs, afin de les aider à mieux circuler à Nîmes? Alors, je crois que sur ce plan-là, je me suis fortement impliqué, que ce soit en tant que chef d'établissement. La première classe pour handicapés en France a été ouverte à Dalzon, à Nîmes. J'ai fait un rapport sur l'insertion scolaire des handicapés. J'ai fait 2 rapports qui traitaient justement des jeunes en situation de handicap, leur insertion scolaire et leur insertion professionnelle. Et sur notre liste, c'est une personne handicapée, Laurent Violette, qui prendra cette responsabilité-là. Il est président de Nîmes Handisport. Je crois que une personne qui est en situation de handicap est certainement la mieux placée pour nous rappeler au quotidien les difficultés qu'il rencontre. Et je le vois professionnellement. C'est quand on a une personne qui a des difficultés au quotidien que, eh bien, hop, dès qu'on ferait quelque chose, il dit attends, franchement, regardez ce point-là. Donc, il sera là pour nous rappeler ce qu'il faut. Oui, alors par rapport au handicap, eh bien, Handigo fonctionne déjà, mais il faut aller plus loin. Et il y aura systématiquement un travail qui sera fait pour faciliter
le déplacement, la mobilité de ces personnes en situation de handicap. Oui, parce que là, il n'y a pas grand-chose qui est fait, ne serait-ce que les trottoirs encombrés. Pour les bus, bon, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai que l'accessibilité des handicapés est très difficile. Il y a du boulot, et croyez bien que c'est pour moi une des priorités. Bon. Alors, toutes les listes, ce que je te disais, mais donc il aura fallu bon nombre de négociations pour que tu obtiennes le soutien de La République En Marche, au détriment de David Tébib. Est-ce grâce à François Bayrou, Modem, ou a-t-il eu... Alors, il a dû avoir une influence importante quand même. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre, comme tu le dis. Vous pouvez constater, les journalistes peuvent constater, toi aussi, que vous m'avez jamais entendu parler de ça. Jamais. Certains en ont beaucoup parlé, moi jamais. Parce que je suis resté un centriste de droite, je suis parti au nouveau centre. François Bayrou, qui est un ami par ailleurs, m'a investi au niveau du Modem et m'a dit nous aurons des accords avec le national pour que tu aies le soutien d'En Marche. Moi, j'en suis resté là. Et tous les samedis, tous les dimanches, on me dit ah, ça va sortir, tu n'auras pas l'investiture. Tous les samedis, mais vous m'avez jamais entendu parler, moi, là-dessus. Jamais. Jamais. Je ne suis jamais intervenu. J'ai attendu que les choses se passent, elles se sont passées. Voilà. Mais il faut savoir raison garder dans les choses. Aujourd'hui, ça s'est passé comme ça, c'est bien. Moi, ça me va, j'ai jamais attaqué personne et je n'ai jamais intrigué pour avoir investiture ou pas, ou le soutien ou pas. Voilà, ça s'est passé naturellement à Paris. Il n'y a rien d'autre à dire. David Tébib y croyait quand même fortement. Bien sûr. Il a été vexé. Certainement, certainement. Et il a été vexé, et ça s'est senti, puisqu'il a quitté le parti auquel lui il appartenait, auquel moi je n'appartenais pas d'ailleurs. Et je n'appartiens toujours pas, quoi. Mais il y aura sur la liste des marcheurs, et voilà, c'est l'engagement que nous avons pris. Mais occupons-nous du local. Et c'est bien ce que je retiens dans ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, c'est que des hommes et des femmes de gauche et de droite puissent travailler ensemble. C'est ce que moi je veux faire au niveau local. Je veux dire, c'est plus de la compétence que de la connivence ou de l'appartenance politique. Sur la liste des 59, tu as pu la voir, il y a des hommes issus de la droite, de la gauche, de la société civile, et qui tous ont un job, et qui tous ont des compétences, et qui en fonction de leurs compétences intrinsèques auront une délégation, en fonction de leurs compétences. Parfait. Tiens, Thierry Procida, un de tes proches depuis toujours, a été tenté de rejoindre Jean-Paul Fournier, qui lui proposait la 10e place sur sa liste. Est-ce qu'il t'a suivi justement parce que tu lui proposais une 5e place? Je crois qu'avec Thierry Procida, j'ai plus que des relations politiques, j'ai des relations, je dirais, affectives. J'ai malheureusement vécu des moments forts avec lui au moment du départ de son papa, de sa maman. Voilà, et ça fait 20 ans, 30 ans qu'on bosse avec Thierry, mais je dirais qu'on partage plus des moments que bosser. Voilà, donc moi je n'ai jamais tremblé de quoi que ce soit, et puis il avait la liberté de faire ce qu'il voulait. Ouais. Mais bon, il a eu un moment de réflexion, c'est sa vie, mais voilà, Thierry pour moi c'est autre chose que de relations politiques. En fait, a-t-on des amis en politique? Oui, on peut en avoir, bien sûr. Ouais. Bien sûr, je revendique qu'on peut avoir des amis en politique. François Bayrou est un ami en politique. Je n'ai pas suivi François Bayrou quand il a décidé de soutenir François Hollande et moi Nicolas Sarkozy, mais avec François, on est restés amis. La preuve, c'est que lorsque il a su que... On s'est vu l'année dernière, au moment du Tour de France, puisqu'il allait... c'était la remise du prix du meilleur article sur le Tour de France. On a déjeuné ensemble. Il m'a dit, mais Yvan, moi je te soutiens à Nîmes. Pour lui, c'était pas un problème d'appartenance politique. J'ai partagé avec François des moments forts dans ma vie. Voilà. Hervé Morin est un ami. Et Hervé restera, quel que soit ce que je ferai demain, Hervé est un ami. Voilà. Et sur la place de Nîmes, tes amis en politique? Mes amis en politique, je peux dire que Valérie est une amie en politique, que Thierry est un ami aussi, voilà. Mais après, l'amitié, c'est autre chose. Elle ne se décline pas nécessairement que dans la politique. C'est des gens avec lesquels on a vécu des choses. Voilà, Corinne est une amie. Corinne était Modem. C'est moi qui l'ai imposée sur la liste. Parce que Corinne... quelles que soient nos appartenances, on a vécu des choses sympas ensemble, quoi. On s'est impliqué dans un grand nombre de dossiers, c'est ça l'amitié. D'accord, tiens, justement, Olivier Gélac... Et quand on ne vit pas de politique, ça facilite l'amitié. Ça, je veux bien te croire. Ça vous rend libre.
Il y en a qui devraient prendre un peu des leçons là-dessus. Ah, lesquels? Je sais pas, mais il y en a qui vivent que de politique, il y en a que des mandats. Bon, je sais pas, je cherche. Des noms. Ben non, mais je cherche dans la liste, par exemple, je sais pas moi, quel est le job de M. Burgois, quel est le job de M. Tiberino. Voilà, je pense que Jean-Paul Fournier, longtemps qu'il ne travaille plus non plus. Voilà. Tibérino est à la retraite. Oui, mais tant mieux, mais voilà, ce sont des gens qui ont du temps pour faire la vie politique. Olivier Jalaguier, justement, longtemps militant chez les Républicains, puis adhérent à la République en marche de mars à septembre 2019, pardonnez-moi, ancien directeur de campagne des Républicains en Nîmes, Olivier Jalaguier a rejoint ta liste Nîmes en mieux. Pourtant, ce dernier a tout de même, à maintes reprises, vertement critiqué au travers des vidéos postées sur les réseaux sociaux, ta présidence de l'Aglo, notamment la délégation des services publics, de l'eau, des transports, Mania Porta, et tu lui confies la 3e place. Ben, on a cheminé, on s'est rencontrés, des personnes qui étaient proches de lui et de moi nous ont fait rencontrer. Et il s'est rendu compte, d'ailleurs, il me disait qu'un jour il s'en est voulu de m'avoir attaqué sur la DSP de l'eau, puisque quand il a eu un détail, il m'a dit « je m'en suis voulu parce que tu avais raison ». Bon, Olivier est quelqu'un de très engagé que j'ai connu, puisqu'il était directeur de notre campagne aux dernières municipales avec Jean-Paul Fournier, donc je le connais très bien. Ils ont beaucoup bossé avec Mania Nîmes sur un programme précis pour la ville. Il y a de très bonnes idées. On converge sur une grande majorité d'idées et on a donc décidé de faire conjuguer les talents des hommes et des femmes qu'il y avait chez lui et les nôtres. Donc ça se passe bien, il connaît bien la ville et lui aussi, tu sais quoi, il ne vit pas de politique. Oui. Donc ça m'arrange, ça me fait plaisir. Il sera responsable de la redynamisation du centre-ville, c'est ça? Ah oui, pas que, et du DEVECO, développement économique sur l'aglo, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui manque à Nîmes pour qu'elle aille mieux? Le La ville. centre-ville. Le centre-ville, bah, il faut rendre le centre-ville beaucoup plus attractif. Quand on voit les commerces qui sont fermés, quand on voit le scandale des entreprises, enfin des sociétés parisiennes qui sont propriétaires de ces locaux, que vous ne trouvez pas à moins de 5 000 € de location, il faut taxer 2 fois, 3 fois la taxe foncière pour que ces gens-là soient obligés de louer. Il faut ramener sur le centre-ville Malheureusement aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu connais un commerçant qui veut ouvrir un commerce, moi je n'en connais pas. Donc il faut discuter avec les grands groupes qui ont aussi la possibilité, comme les Carrefour City, de venir s'implanter dans le centre-ville. Je veux penser à une quincaillerie, la dernière va fermer, celle qui est rue Pierre-Semard, peut-être pour un an ou deux. Donc il faut bien trouver des solutions, il faut donc travailler avec les grands groupes. Il faut dégager le gestionnaire dont le propriétaire est à Viva, parce qu'aujourd'hui c'est une catastrophe sur la coupole. Il faut avoir des semaines thématiques, comme on va faire 50 semaines thématiques par an. Chaque semaine, une animation au centre-ville est pilotée par les associations de rugby, par le foot, par le folklore, par le jazz, etc., pour redynamiser le centre-ville. Il faut qu'on prenne position sur les parkings qui sont outrageusement chers aujourd'hui. Il faut qu'on autorise le soir le stationnement sur le côté droit du boulevard Victor Hugo pour que les gens puissent venir. Il faut qu'on mette des navettes électriques entre le Jean Jaurès et le centre-ville. Il faut qu'on aide les étaliers et qui ont de très bonnes initiatives qui eux sont justement là pour dynamiser les choses. Il faut je le dis, qu'on réouvre tout de suite le boulevard Libération pour permettre une régénération, une revitalisation du centre-ville. Voilà, des projets, on en a. Justement, à propos des navettes, y aura-t-il des navettes entre Gare de Manduel et Nîmes, le centre? Alors, d'abord, si tu permets, c'est la gare Nîmes-Pont-du-Gard. Nîmes-Pont-du-Gard. Voilà. C'est vrai que auparavant on l'appelait comme cela. Mais... C'est vrai, non mais je te taquine. Oui. Cette gare est une chance extraordinaire pour le territoire. Si nous ne l'avions pas eue, nous nous retrouverions dans la situation de Montélimar par rapport à Valence. Je rappelle, Montélimar était plus grand que Valence. Valence a eu la gare TGV en site propre, Montélimar ne l'a jamais eu. Eh bien, si on n'avait pas eu cette gare, dans les 20 ans à venir, nous étions économiquement morts. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que pendant quelques années encore, SNCF n'a pas réalisé la 3e voie qui n'a jamais été signée en 2012. Dans la convention signée, ce n'était pas moi qui l'ai signée, mais peu importe. Fournier était favorable ou pas? Oui. Cette 3e fois. Non, oui, bien sûr, mais ça n'a jamais été mis dans la convention en 2012. Et la SNCF et l'État ont beau jeu de nous dire aujourd'hui, c'était pas dans la convention, donc vous dégagez. Donc effectivement, il n'y a pas cette 3e voie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à mettre la pression pour que SNCF mette cette 3e voie, pour que systématiquement, on ait une navette qui nous ramène de Nîmes-Pont-du-Gard à Nîmes-Centre. Voilà ce que je souhaite qu'on fasse le plus rapidement possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des TER, bien sûr, qui sont pas toujours bien connectés, et lorsqu'ils ne sont pas, on a mis des bus
et qui coûte 250 000 euros aux contribuables que tu es, que je suis, contribuable de l'agglomération. Voilà, donc c'est ce que ça coûte. Donc oui, aujourd'hui il y a encore des problèmes à régler, mais oui, in fine, pour nos enfants, nos petits-enfants, cette gare est une chance extraordinaire. Parfait, c'est noté. Alors, les sondages te donnent loin derrière Jean-Paul Fournier. A-t-il été toujours ton ennemi? Au tout début, quand même, parce que là, ça fait longtemps que vous êtes fâchés tous les deux, fâchés entre guillemets, ennemis, peut-être. Est-ce que le mot est fort quand je dis ennemi? Moi, j'ai pas d'ennemis. J'ai toujours travaillé dans l'Union. Et aux dernières élections, en 2014 donc, je souhaitais me présenter à la mairie de Nîmes. Et Jean-Paul Fournier m'a proposé, ça je peux le dire les yeux dans les yeux, m'a proposé de prendre l'agglomération et de me signer un document comme quoi je serais le futur maire de Nîmes. Puisqu'il s'est signé, et Julien Devez et Jean-Albert Chies d'ailleurs ont eu ce document qu'ils ont déposé chez un notaire. Voilà. Et moi, à partir de ce moment-là, tout m'allait. Il se trouve qu'un matin, en arrivant au conseil municipal, j'apprends tout de go à 8h du matin qu'il me retire ma délégation. Il a triché, il a trahi les Nîmois qui nous avaient élus dans l'Union. Il a triché, il a trahi les Nîmois. Je trouve que ce n'est pas correct. Et en plus, il s'était engagé à ne pas aller plus loin. Aujourd'hui, il va aller plus loin et il n'a pas respecté les Nîmois. Dont acte, je suis candidat. Quant au sondage, je suis en train d'en faire un de sondage, c'est-à-dire, c'est pas auprès de 500 personnes. J'ai 500 personnes qui vont rencontrer 150 000 Nîmois, d'accord ? Et je te donnerai les résultats le 15 mars au soir. Avec plaisir. Voilà. Alors, rappelant qu'il avait décidé de céder sa place en tant que président de l'Aglo, et donc, je rebondis sur ce que tu nous disais, donc c'était une tambouille électorale, en fin de compte. Il y a toujours quelque chose de... J'ose pas employer le terme magouille, je dis tambouille. Pour moi, il n'y a aucune tambouille, dans la mesure où j'ai mon job, et mon engagement politique, c'est une passion. J'ai envie de rendre à ma ville ce qu'elle m'a apporté. Moi, je suis né quartier Richelieu, qui n'était pas un des quartiers les plus riches de la ville. Et à partir de 12-14 ans, pour pouvoir vivre, je travaillais aussi. D'accord ? Donc, et la ville m'a beaucoup apporté personnellement. Donc moi, j'ai envie de rendre à ma ville, sans tambouille, mais très clairement ce qu'elle m'a apporté. Il faut se poser des questions quand même. Hein. Moi, j'ai pas eu de difficultés. J'ai jamais été entendu dans une affaire ou quoi que ce soit. Donc des tambouilles, moi, il n'y en a pas. Les choses sont claires. Je me suis malheureusement assez souvent fâché avec des gens, pour eux, parce que j'étais pas d'accord sur leur pratique. C'est ça qui m'est reproché. Donc moi, j'ai pas de tambouille. Moi, je gère les choses. J'ai souvent été attaqué. La dernière fois, c'est encore sur l'histoire de la SOR. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il arriva ? Il arriva que le tribunal administratif, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, il a dit c'est transparent, c'est bien, et les 4 recours sont tombés. Alors j'avais dit un jour dans une émission, on me l'a reproché, parce que je travaille à l'éducation nationale, j'avais dit il se gave grave. J'avais raison, hein. On a gagné 80 millions d'euros sur 8 ans. Ouais, on a gagné 10 millions d'euros par an. On va ramener le rendement de l'eau à 82%. On nous a dit, oh là là, il va y avoir 250 chômeurs de plus parce que vous avez foutu au monde à dos. Tiens, curieux, il y a toujours la banderole d'ailleurs sur la SOR. Curieux, vous savez quoi ? Tu sais ce qu'il arrive ? C'est qu'aujourd'hui, eh bien, la SOR a tellement gardé de personnes parce qu'ils en avaient besoin pour leur autre chantier que Veolia avait embauché 21 personnes. Donc on m'a critiqué, on crée 21 emplois. T'en veux d'autres ? Voilà. Donc, non mais voilà, attendez, combien de fois je me suis fâché ? Oui, je me suis fâché sur la CENIM, oui. Et heureusement que je me suis fâché. Je te posais la question. Heureusement que je me suis fâché sur la CENIM. Parce que sinon, moi aussi, je serais dans la nasse. Et j'ai dénoncé des choses qui n'étaient pas correctes. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on veut me reprocher. J'ai pas de tambouille. Qu'on vienne m'attaquer. Voilà. Voilà. Tu étais à Cesta, c'est ça nous dire ? J'ai été à Cesta. J'ai été élève à l'école de la rue Flamande. Tu avais un prof de maths, gros mec ? Eh oui. Jean-Pierre Grosmec, c'était un de mes profs de maths. Et j'ai eu comme prof de maths un type célèbre à l'université, Grothendieck, qui était un des meilleurs mathématiciens français et dans le monde, que j'ai eu comme prof de maths en licence à Montpellier. Bien. Mais écoute, parle-nous un petit peu de ce qui va se passer avec Simon Cassas si tu es élu à la mairie de Nîmes, parce que nous avons quand même l'ancien matador Juan Battista qui conteste devant le tribunal administratif la décision de la ville de Nîmes qui a accordé une nouvelle fois à Simon Cassas l'autorisation d'être directeur des arènes pendant 5 ans. Mais là aussi, la transparence.
La règle s'applique. Je vois, il y a eu un appel. Là, il y a des magouilles alors? Non, il y a eu un appel à candidature. Comment voulez-vous que moi je dénonce une magouille? J'étais pas informé. Moi, je fais confiance à celles et ceux qui ont décidé. Le tribunal administratif doit prendre une décision, c'est son problème. Moi, j'ai pas à intervenir dans cette affaire-là. Ce que je sais, c'est que lorsque je traite des dossiers, c'est transparent et il n'y a pas de favoritisme. On me le reproche assez encore sur la vie de Nîmes et dans d'autres dossiers. Il n'y aura pas, pour moi, de tricherie. Là, je n'ai pas de raison de prendre position pour l'un ou pour l'autre. Et si tu es élu maire de Nîmes, quelle sera ta position? Est-ce que tu renouvelleras le contrat? On ne peut pas le renouveler puisque ça a été pendant 5 ans. Il est décidé pour 5 ans. Voilà. Donc impossible de... Mais attendez, c'est pas parce qu'on est maire ou président de l'agglomération qu'on peut s'asseoir sur la loi. Le contrôle de l'égalité est fait, il faut contrôler la délégation de service public. Bien sûr qu'il faut la contrôler. Ça veut dire qu'il faut regarder au quotidien comment ça se passe. Si un jour ça dysfonctionne, si un jour les engagements ne sont pas respectés, alors là, vous me verrez, pour la SOR. Vous avez pu me voir, vous allez me voir, on est en train de facturer 2,5 millions d'euros à la SOR. Voilà, c'est ça. Il faut un peu dire les choses et les faire. En tout cas, moi je me sens un homme libre. J'ai pas d'affaires, hein, d'accord? Voilà, donc... c'est vrai il y en a quelques-unes, quand même, pas de ta part, mais c'est vrai qu'on sait beaucoup de choses, enfin moi on sait beaucoup de choses, on sait ce qu'on a pu lire, etc. Voilà, par exemple. Donc moi j'ai envie de faire une proposition aux Nîmoises et aux Nîmois, avec une équipe de 59 personnes qui travaillent, qui sont compétents, qui ont envie de transformer cette ville, qui sont issus de la société civile, de la gauche, de la droite, peu importe, qui ont envie de donner leurs compétences, il n'y a pas de connivence et on bosse. Et ce qu'on voit, cette proposition ni moi. Et c'est à eux, en toute liberté démocratique, de décider le 15 mars au soir qui ils veulent à la mairie de Nîmes. Bien, avant mon dernière question, j'ai lu que tu avais tendu... Je la crains toujours la dernière. Non, tu verras. J'ai vu que tu avais tendu la main à David Tebib. Oui, je l'ai tendu. Et alors, comment il a réagi? Lorsque le national a décidé de me soutenir au niveau d'En Marche et que lui avait demandé l'investiture, je lui ai dit, mais je l'ai fait savoir à Paris d'ailleurs, je fais savoir à Paris que moi j'étais prêt à travailler avec David Tebib. Et je lui ai toujours redit d'ailleurs, Tu aurais pu être derrière lui. Mais la question ne se posait pas, puisque en fait j'avais l'investiture, j'avais le soutien d'En Marche. Je lui ai donc proposé, j'ai fait la proposition à Paris, qu'on lui dise qu'il pouvait tout à fait intégrer ma liste. Il n'a pas souhaité le faire, dont acte, mais j'ai fait cette ouverture-là, bien sûr. Bon, mais écoute, on va te laisser le mot de la fin, ne serait-ce que pour ce que tu souhaites dire au Nîmois, et ce que tu souhaites dire sur l'émission. Alors d'abord, merci parce que je trouve que c'est des questions sympas sur lesquelles on peut répondre librement et tu n'as pas changé, comme dirait l'autre. Donc merci pour cette émission sympathique, dont je te félicite d'ailleurs, parce qu'on a besoin, ça fait partie de la vie démocratique de la cité. Donc merci beaucoup à toutes et à tous qui étaient là ici, autour de cette table. Et puis je veux dire simplement aux Nîmois qu'ils ne trouveront pas en moi quelqu'un qui va leur raconter des salades. Voilà. On a un programme, on a présenté la liste. Pour l'instant, personne n'a présenté sa liste. Et on a présenté une liste de 59 personnes avec déjà les délégations. Ça veut dire que celles et ceux qui sont dessus savent déjà ce qu'ils vont faire pour la ville. Et ils sont déjà très engagés. Ensuite, le 14 de ce mois-ci, le 14 février, on présentera le programme en entier. Et vous verrez, il y a de belles choses dans le programme. Et puis, fort de ça, on va rencontrer les Nîmoises et les Nîmois pour leur parler de ce qu'on veut faire. Et entendre aussi, parce que c'est en entendant qu'on s'enrichit aussi. Et puis, fort de ce programme et de cette belle équipe, c'est aux Nîmois de juger. Nous, on a envie de rendre à cette ville son attractivité. On a envie de faire en sorte que les gamins qui naissent ici, dont je suis, ils puissent aller à l'école, aller à l'enseignement supérieur, développer l'enseignement supérieur et trouver un job ici. Parce que notre ville est agréable, il y a une qualité extraordinaire. Bien sûr, c'est une belle ville. Donc il faudrait qu'on puisse dire à des jeunes qui sont ici, oui, vous pouvez faire votre ici si vous en avez envie. Oui, vous pouvez venir vivre ici parce que vous trouvez que ceux qui habitent plus loin, il y a du job ici. Voilà, rendre cette qualité de vie, cette ville pour qu'elle soit attractive et qu'on ait de l'intergénérationnel dans cette ville-là, qu'on n'ait pas des quartiers séparés. On va beaucoup travailler sur les quartiers, tu le verras, on aura des propositions fortes pour qu'on ait une convivialité de l'intergénérationnel et qu'on va remettre de la sécurité aussi. Pour qu'une ville soit attractive et qu'elle soit dynamique, il faut quand même des jeunes. Donc au point de vue université, est-ce que tu penses faire quelque chose ?
Alors je crois que je l'ai déjà démontré par l'agglomération, puisqu'en fait, depuis 2014, on est passé de 12 000 à 14 500 étudiants. Ce qui veut dire que depuis que l'agglo s'en est préoccupé, on a gagné 2500 étudiants. Est-ce que va se Et je développer vais dire objectif 2030, 30 000 étudiants pour la ville. C'est l'objectif on se fixe. 2030, 30 000 étudiants pour la ville. Parce qu'on sait très bien qu'une ville dans laquelle il y a des étudiants, on sort le soir, on a tous été étudiants. Bien évidemment. Et en plus, il faut aussi qu'on travaille concomitamment sur le développement économique, mais aussi, je peux m'honorer de ce qui s'est passé. Sur l'agglomération, on a créé 6 000 emplois. 6 000 emplois, et aujourd'hui notre taux de chômage, sur l'agglomération on ne le dit pas assez, mais ça aussi on va communiquer, il a baissé de 2 points, mine de rien. Il a baissé de 2%, alors qu'on était très haut, on était à 14, on était à 12 et quelques, aujourd'hui il a baissé de 2% en 3-4 ans. Très bien. C'est pas mal. Merci Yvan Lachaud. Merci beaucoup Patrick. Et puis à très bientôt, merci à toute l'équipe, et puis restez-nous fidèles. Bye bye. Bye bye.